La Fondation Martin Bonnemer avait participé avec enthousiasme aux États généraux de 2014 et nous en avons tiré beaucoup d'inspiration. Donc, dans les années qui ont suivi, on a eu un certain nombre de sujets d'exposition qui gardaient le volet patrimonial qui est notre cœur de métier, donc montrer des documents qu'on ne verrait nulle part ailleurs et qui sont le propre de notre première vocation. Mais cela a été utilement complété par toutes sortes de missions qui sont venues s'ajouter. On peut prendre l'exemple d'une très belle exposition Frankenstein qui a eu lieu en 2016, où à partir de ce roman d'une femme écrite ici même à Colonie en 1816, voilà que s'ouvraient des problématiques qu'il était heureux de partager avec l'Institut d'éthique, histoire et humanité à la faculté de médecine de l'Université de Genève et avec la faculté de médecine prise de façon plus générale. On pouvait confronter des mises en garde présentes dans le roman de Marie Shelley avec des dangers qu'encourent les progrès médicaux d'aujourd'hui, et notamment par rapport à l'humanité augmentée, si ça n'est pas accompagné d'un cadre éthique. Un autre exemple, c'est en 2018, une très belle exposition sur les routes de la traduction, à l'occasion de nouveau de ce que nous pouvions montrer de patrimonial, chaque littérature nationale traduite dans les langues aussi diverses et nombreuses que possible. Nous avons pu, grâce à des collaborations avec des écoles de traduction, avec différents partenaires, réfléchir sur le fait qu'on contribuait à limiter le risque des fanatismes, le risque des replis nationalistes qui reposent très souvent sur l'ignorance, en portant à la connaissance de chaque nation le meilleur de la pensée de ses voisins. Toutes nos expositions ne sont plus jamais exclusivement patrimoniales, mais doivent avoir ce potentiel d'ouvrir sur des réflexions beaucoup plus vastes et qui concernent directement nos préoccupations les plus contemporaines. On peut parler de nos efforts de transformer le musée. Donc nous avons réfléchi à comment correspondre mieux aux attentes du public, de mettre le public et le visiteur mieux en avant et non pas le document lui-même. Et là, il y avait du travail à faire. Nous avons un merveilleux musée construit en 2003 par Mario Botta, mais c'était un musée dont les qualités esthétiques prévalaient. Nous avons créé un poste de médiateur et nous sommes en ce moment même dans des travaux de transformation pour améliorer considérablement les conditions d'accueil des publics en situation de handicap. Depuis 2011, au musée Ariana, on a vraiment décidé de mettre le public au centre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il faut que le public, petit à petit, puisse participer avec nous, puisse nous aider à co-construire les activités. Et pour ce faire, on a commencé vraiment à travailler un public après l'autre, d'année en année, tout en pérennisant l'année suivante les publics qu'on avait commencé à faire participer. Assez vite aussi, on a vu que c'était important que les personnes migrantes puissent entrer au musée et qu'on puisse justement leur parler un peu de la culture dans laquelle ils se trouvaient maintenant, mais aussi qu'ils retrouvent des éléments de leur propre culture. Et ça, c'était formidable. Nous aussi, les professionnels du musée, on a tiré parti de ces expériences extraordinaires. On a pu voir le musée, les objets sous un autre angle parce qu'on a discuté justement avec toutes ces personnes différentes. Petit à petit, on a commencé à travailler, surtout pour les publics spécifiques, avec des associations qui connaissaient les besoins de leur public, comme par exemple les aveugles et les malvoyants, beaucoup mieux que nous-mêmes. Et pour que ces spécialistes-là
puissent nous dire un petit peu leurs attentes. On a découvert un grand nombre de publics différents et on a pu les croiser jusqu'à 2022 où on a en fait fait un grand festival qui s'appelait L'Art pour tous, tous pour l'art, où justement on a travaillé avec plusieurs associations de publics spécifiques, par exemple les personnes porteuses de troubles autistiques ou de nouveau les malentendants ou les personnes avec un handicap mental, et on a amené le grand public aussi dans ce festival pour qu'il y ait un mélange et les uns se sont découverts à travers le regard des autres. On a compris que bien sûr les expositions, c'est d'abord ce que le public attend et vient voir au musée, les expositions temporaires, mais aussi les expositions qu'on disait permanentes. On n'aime plus beaucoup ce terme. Avec la participation culturelle, avec les envies des publics de pouvoir un petit peu s'intégrer aux activités, donner leurs impressions, il fallait qu'on change la muséographie et la scénographie des espaces et des salles dites permanentes. Pour faire évoluer la muséographie, on a créé 4 groupes. Un groupe de pilotage à l'interne qui allait un petit peu valider les décisions, orienter les processus de travail. Et puis on a fait un grand brainstorming avec tous nos collègues pour amener toutes sortes de pistes, d'idées. Et très important, on a choisi de travailler avec un groupe d'experts professionnels, par exemple des chercheurs de l'université ou d'autres musées, qui allaient visiter les anciennes salles et nous donner leurs impressions. Et puis, on a fait venir aussi un groupe de personnes qu'on dit lambda. Donc, par exemple, on avait un journaliste économique, on avait un collégien qui avait 14 ans, on avait une personne malvoyante, on avait une programmatrice musicale. Voilà, pas des personnes justement de musée a priori, mais des visiteurs qui découvrent les expositions. Ils entraient dans la première salle. Waouh, c'est magnifique, que d'objets superbes. Et puis après, ils entraient dans la deuxième et ils disaient « Ah tiens, c'est la même chose. Oups, ça va pas le faire, justement. » Voilà, toutes ces réflexions, toutes ces réponses nous ont permis de trouver des idées pour adapter des nouvelles scénographies et puis des nouveaux contenus. Ce qui pour nous était important dès le début, dès 2010-2011, c'était vraiment que toutes les activités qu'on allait faire soient en lien bien sûr avec les collections, c'est avec nos objets qu'on peut faire des activités et s'appuyer sur un propos scientifique et de qualité, mais c'était surtout que le public se sente bien au musée. Et c'était ça qui a été notre ligne conductrice tout au fil de ces années. Et je pense que ça, c'est un élément très important pour qu'un musée ait sa place dans la société. Et je crois que c'est ça qu'il faut espérer pour les musées, pour le futur. Ils doivent rester humains. Les objets qu'on conserve, qu'on étudie, qu'on montre, ces objets, ils ont servi à quelqu'un, fait plaisir à quelqu'un, ils ont été montrés, ils sont le fait de la main de l'homme, c'est des artefacts pour la plupart d'entre eux. Et c'est important que cette notion d'humanisme et d'humanité, elle reste ancrée avec celle de musée. Lorsqu'on a développé le plan stratégique 2019-2024 du musée, on a tenu à réfléchir de manière beaucoup plus active à cette notion de durabilité qui faisait partie de l'ADN du musée depuis de nombreuses années. Et on a tenu à intégrer à la fois les objectifs et les ambitions de l'institution, du MEG, et les mettre en accord avec d'autres objectifs qu'on trouvait à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau local, puisque la ville de Genève avait vraiment indiqué le fait qu'on était dans une urgence climatique. On avait aussi tenu à intégrer cette notion de durabilité au niveau de la Confédération helvétique, puisque là encore, il y avait eu une urgence climatique qui avait été déclarée, et puis d'être aussi en conformité avec les objectifs du développement durable de l'ONU, qui étaient très clairs en termes des 17 objectifs de développement durable d'ici 2030. Et la notion de développement durable a aussi évolué au cours de ces dernières années pour aller vers une dimension un petit peu plus ouverte de durabilité dans 4 grands piliers, pas simplement environnemental, mais aussi social, sociétal et économique, ce qui est important pour nous au niveau de notre gouvernance, de la manière de travailler. Ce qui était important pour nous, et c'est ce dont on s'est rendu compte au cours des 10 dernières années, c'est qu'un musée
une institution culturelle aussi importante que celle du MEG était d'augmenter notre impact positif pour les publics, donc augmenter notre impact social positif, mais on était aussi bien conscient qu'on était, en tant qu'institution culturelle, on avait énormément d'impact aussi négatif, notamment sur l'environnement, sur les écosystèmes. Et ce qui a été développé à notre niveau, c'est vraiment de réfléchir à comment augmenter cet impact positif, notamment au niveau social. C'est de se poser la question, comment sur notre territoire, comment ici, autour de nous, dans notre quartier, dans la ville de Genève, on peut faire en sorte que les personnes prennent plus conscience des relations qu'on a les uns avec les autres et de l'impact qu'on a sur notre environnement. Et ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle des rendez-vous pour réfléchir et agir. C'est-à-dire prendre conscience, faire prendre conscience à nos publics et à nous-mêmes en tant que collaborateurs qu'on est tous concernés par rapport à ces questions de durabilité et de réfléchir ensemble. En prenant conscience de ça, en réfléchissant ensemble à ces questions, on s'est dit on peut aussi agir ensemble. Donc ça, c'est l'aspect de durabilité sociale qu'on met en avant. Et puis, on le voit dans nos expositions, autour de nous, nous avons des collections. Des collections, et nous avons cette chance incroyable ici au MEG d'avoir des collections qui proviennent du monde entier. Mais ce qui est important pour nous en termes de durabilité, c'est bien nous prendre conscience que ces objets sont aussi des portes d'entrée pour des dialogues et pour de nouveaux dialogues avec nos publics, avec les citoyens de la ville de Genève, mais aussi avec les personnes qui sont les descendants de tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont créé ces objets. C'est-à-dire comment faire pour réfléchir ensemble au patrimoine partagé qu'on a. Ça, c'est ce qu'on appelle la durabilité sociétale. Puis on ne s'arrête pas là. On a mis en avant ce qu'on appelle, et ce que tout le monde en fait entend maintenant par durabilité environnementale. Un aspect fondamental des musées, pas que du MEG, mais de tous les musées, c'est qu'on fait des expositions. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir réfléchir avec les scénographes pour avoir un impact le plus minime possible sur l'environnement. Et ce qu'on a mis en place, c'est une charte d'éco-responsabilité de nos expositions. Et on demande à nos scénographes de jouer le jeu avec nous et de s'assurer que les matériaux qui sont utilisés dans les expositions vont pouvoir durer le plus longtemps possible. Nos publics peuvent se retrouver parfois avec des objets, des matériaux, des bancs, des cimaises en bois qui vont retrouver d'une exposition à l'autre. Pas parce qu'on manque d'imagination, mais bien parce qu'on souhaite pouvoir réutiliser le plus longtemps possible les matériaux pour des expositions d'une année sur l'autre. Et puis une dernière chose, c'est extrêmement important, nous achetons constamment. L'aspect économique est extrêmement important pour nos institutions. Ce que nous voulons faire avant tout, c'est d'acheter de manière responsable. Et ça, c'est ce qu'on appelle à notre niveau de la durabilité économique. Et nous avons mis en place un guide des achats responsables. Donc tous ces éléments-là, en termes d'achat responsable, participent à faire en sorte qu'on puisse réduire systématiquement notre impact, et l'impact évidemment le plus négatif sur l'environnement. Quand un musée, une institution culturelle comme le MEG s'engage dans la durabilité, elle se rend vraiment compte, et c'est ce qu'elle vraiment met en avant, qu'un musée est essentiellement un outil social, ouvert directement sur la société. Et notre objectif, c'est de pouvoir être en communication complète avec les différents publics pour leur dire en fait que nous tenons à mettre en avant les enjeux sociétaux, environnementaux, être une institution active, une institution vibrante, une institution d'aujourd'hui qui nous permet de revenir sur le passé, de pouvoir nous interroger collectivement sur le passé pour donner du sens à notre présent et idéalement, et c'est vraiment ce que l'on souhaite, créer un futur désirable tous ensemble.